quoi servent les intellectuels? C'est d'autant plus abrupt que cette question peut paraître absurde pour politique autrement, puisque depuis des années, quand même, on invite des intellectuels. Mais derrière cette question, en fait, c'est la question de l'engagement. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on entend par là. Quand on pense à engagement, on pense évidemment tout ce qui est aux intellectuels plutôt, on va dire, de gauche. Cette notion est employée à gauche. Au lendemain de la guerre, avec Sartre, c'était quand même le mot un peu qui regroupait tout un courant. C'était à la fois, on pense évidemment aux compagnons de route du communisme et du socialisme, ou ceux qui soutiennent les luttes du tiers-monde. Je vous signale que la prochaine séance aura lieu avec Régis Debray, qui a un parcours tout à fait singulier dans cette affaire. Alors la question qu'on se pose, elle est très simple. Qu'est-ce que devient aujourd'hui, qu'est-ce que peut être, je veux dire, un engagement ou l'intervention dans l'espace public pour un intellectuel? Et juste peut-être un mot, il faut savoir qu'au tournant des années 70-80, vous le savez, c'est le tournant où la revue Commentaires se crée, mais aussi la revue Le Débat. Et dans cette revue de débat, j'ai retrouvé le texte en mai 1980, où il est parlé effectivement de désalignement politique des intellectuels, l'ébranlement en profondeur de l'univers mental et politique marqué du signe de la Révolution, et le débat, en l'occurrence Pierre Nora, appelle à une démocratie intellectuelle. Sauf que 10 ans plus tard, en 1990, les choses vont un peu changer. Et en gros, on dit, eh bien, ça ne s'est pas tout à fait passé, cette démocratisation intellectuelle n'a pas véritablement eu lieu. Mais il y a toujours l'idée de refus d'un certain type d'intellectuels dits prophétiques, ou annonçant des temps meilleurs, ou d'intellectuels engagés, avec évidemment en contre-modèle le modèle sartrien. Et il s'agit à ce moment-là, dit-il, d'offrir un recul historique à un présent désinvesti et faire comprendre ce qu'ils font à ceux qui font. Bon, je pourrais encore passer encore 30 ans plus tard, il y a encore une situation nouvelle où, précisément, la démocratie intellectuelle, il y a ce qu'on peut rappeler d'une notion un peu large, politiquement correcte, s'est développée avec plainte en justice, et cette question de la liberté de penser, mais aussi de la liberté de parole est à nouveau posée. C'est autour de ça donc on va discuter au cours de 3 séances de cette année, et l'an prochain, on continuera évidemment avec d'autres intervenants. Alors je ne vous présente pas Alain Finkielkraut, vous le connaissez tous, vous écoutez, je crois que tout le monde écoute son émission, et vous êtes connu par toute l'œuvre que vous avez écrite. Alors je signale simplement que ce n'est pas la première fois qu'Alain Finkielkraut vient à Politique Autrement. Et j'ai regardé, c'était il y a 5 ans, en avril 2013, dans une conférence à plusieurs voix sur la nouvelle ère du temps. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez retrouver un interview d'Alain Finkielkraut sur le site sur la crise de l'intégration. Voilà. Alors, je vous rappelle, je vais dire les règles du jeu, entre guillemets. Cette conférence va se dérouler en 3 temps. Un premier temps va porter, et c'est quand même l'essentiel de notre propos, sur cette question des rapports des intellectuels à, je dirais, pas la politique au sens traditionnel du terme, mais comment se situent-ils dans l'espace public, comment interviennent-ils. Deuxième temps, deuxième grand type de question, portera sur un certain nombre de thèmes carrément liés à l'œuvre ou aux écrits. Et il y en a 2 qui ont un peu choisi. C'est d'abord la notion de culture. Vous savez que c'est un des thèmes d'intervention. Qu'est-ce que c'est la culture? À quelle notion de culture on développe? Et la deuxième question qui est importante, c'est la question de l'écologie. Et derrière la question de l'écologie, je poserai un certain nombre de questions à Alain Finkielkraut sur Heidegger, puisque je sais que c'est un des grands lecteurs d'Heidegger. Voilà. Et dans un troisième temps, peut-être on verra où on en sera, parce que c'est des questions un peu de fond qui sont quand même assez lourdes à développer. Je reprendrai, si elles n'ont pas été traitées, l'ensemble des questions qui nous sont parvenues par le net, c'est-à-dire des adhérents et des sympathisants de Politique Autrement. On en a eu à peu près plus de 30, ce qui est un bon taux quand on appelle les gens à poser des questions. D'habitude, il y en a moins. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'à chaque débat, si vous voulez, les gens se sentent frustrés. C'est-à-dire, j'ai pas pu poser ma question, j'ai pas pu intervenir. Donc, c'est quelque chose qu'on va développer cette année. On regroupe les questions
et on les pose. Et on va essayer de baliser l'ensemble. Voilà, alors on va tout de suite attaquer le sujet sur une première question. Le rapport des intellectuels aux affaires de la cité. Alors, une première sous-question, j'allais dire, c'est, sans rentrer dans le détail de votre parcours, est-ce que vous pouvez revenir sur qu'est-ce qui vous a amené à écrire et les raisons qui vous ont amené à le faire? D'une part, et d'autre part, quand vous faites un regard, quand vous regardez un peu entre le moment où vous commencez à écrire, à intervenir dans l'espace public et aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous dire les principaux traits de l'évolution? Donc ça, c'est le premier type de question que je vous pose, ensuite il y en aura d'autres. Je vous donne la parole. Merci beaucoup, Jean-Pierre Leboeuf, et merci d'être venus si nombreux. J'espère ne pas décevoir votre attente, et je commencerai moi-même par un article que j'ai lu dans Le Débat, puisque vous avez fait référence à cette revue. Et c'est un article de Maurice Blanchot. C'est sans doute le seul que cet écrivain qui savait briller par son absence ait donné à la revue de Pierre Nora. Et c'est, quelles que soient les réserves qu'on peut avoir par ailleurs sur Maurice Blanchot, un très beau texte qui s'intitule « Les intellectuels en question ». Et il remonte à l'affaire Dreyfus. Et il écrit ceci: « Depuis qu'il porte ce nom, les intellectuels n'ont rien fait d'autre que de cesser momentanément d'être ce qu'ils étaient, écrivains, savants, artistes, pour répondre à des exigences morales à la fois obscures et impérieuses, parce qu'elles étaient de justice et de liberté. » Et le souci des autres, donc, imposait, à un moment donné, de sortir de la solitude de la création. Et cela a conduit Brunetière, cité d'ailleurs par Blanchot dans cet article, à écrire « L'intervention d'un romancier, même fameux, dans une question de justice militaire, m'a paru aussi déplacée que le serait, sur la question des origines du romantisme, l'intervention d'un colonel de gendarmerie. » Alors c'est un reproche récurrent, pas seulement formulé par Brunetière anti-Dreyfusard. Ce contre Brunetière, Régis Debray, notre prochain invité, écrit qu'on vit la réunion chez les Dreyfusards du généreux et du méticuleux, des capacités d'indignation et de discernement. Mais, dans son livre IF, suite et fin, IF pour intellectuel français, Debray estime que ce lien s'est rompu et que l'intellectuel, met son autorité acquise dans un domaine, enfin se sert de son autorité acquise dans un domaine pour intervenir sur un terrain où il n'a aucune compétence. Régis Debray écrit « Quitter son cabinet, labo ou atelier pour descendre dans la rue va mieux si l'on se munit au préalable d'un plan de la ville. » Et il ajoute, il dit, les intellectuels ne prennent pas cette expression. Ils fuient dans les généralisations le désagrément du singulier. Cette sublimation qui serait fatale, là on retrouve un peu Brunetière, à des architectes, des ingénieurs des ponts et chaussées ou des constructeurs automobiles, leur est tout bénéfice la division du travail aidant. Donc, et je crois qu'en effet, ce qu'on peut légitimement reprocher à certains des intellectuels qui se veulent aujourd'hui les héritiers des Dreyfusards, c'est d'avoir, dans leur engagement, abandonné le travail de pensée pour la posture morale, et aussi de ne jamais se poser la grande question de Raymond Aron. J'y ai déjà fait référence, même dans mes cours à Polytechnique. Vous connaissez sans doute cette anecdote. Raymond Aron, jeune philosophe extrêmement brillant, donne une conférence, c'est dans les années 30, montée des périls, au Quai d'Orsay, devant les hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères. Il fait un exposé magnifique, et à ce moment-là, le directeur de cabinet, je crois, du ministre lui dit « Mais c'est très bien, mais à la place du ministre, que feriez-vous » Et Raymond dit, il n'a jamais oublié cette question. C'est-à-dire, j'interviens, je dis, mais j'essaye de me mettre à la place.
Donc, alors, j'espère pour ma part, puisque vous me posez une question personnelle, ne pas être tombé dans ce travers de la posture morale. D'ailleurs, si j'adoptais une posture morale, je ne serais pas aussi souvent insulté par ceux qui le font. En tout cas, pour moi, je dois le dire, ce intellectuel, il n'y a pas d'un côté le travail de pensée, de l'autre l'engagement. Je pétitionne le moins possible, et en général, sur des sujets auxquels j'ai déjà réfléchi. C'est pour ça que j'ai mis mon nom dans l'appel contre le nouvel antisémitisme. Parce que c'est un sujet qui m'habite depuis très longtemps déjà. Mais c'est-à-dire qu'en même temps que je suis frappé par des injustices, je me sens mis au défi par des événements qui n'ont pas de concept. Je suis confronté à une histoire énergumène, si vous voulez, une histoire réfractaire à la philosophie courante de l'histoire. C'est-à-dire qu'à l'occasion de mes prises de parti, une question philosophique surgit en moi, non pas qu'est-ce que, comme dans la métaphysique classique, mais qu'est-ce qui se passe? Que nous arrive-t-il? Et j'interviens tout le temps avec cette question en tête et un effort pour la résoudre. Ce qui me ramène à Péguy, donc à nouveau à l'époque de l'affaire Dreyfus. Péguy, dans Anqueville, un texte qui se lit à travers une critique de Renan comme une grande récusation de la thèse hegelienne du savoir absolu. C'est-à-dire, je cite Péguy, d'une humanité Dieu, arrêtée comme un Dieu dans la contemplation de sa totale connaissance. La vérité, dit Péguy, c'est que tout est immense, le savoir accepté. Surtout qu'il faut s'attendre à tout, que tout arrive, qu'il suffit d'avoir un bon estomac. Ce débordement, cet excès de l'être sur l'idée, conduit Péguy à travailler dans les misères du présent. Et c'est un philosophe qui n'a pas fait œuvre de philosophe, ce qui fait qu'en tant que tel, on a beaucoup tardé à le reconnaître. Il y a aussi des raisons politiques, mais c'est vrai, Péguy a choisi de ne pas avoir d'œuvre, en quelque sorte, puisque précisément, il travaillait par quinzaine. Et il n'a pas mis son autorité au service d'une cause, il philosophe, il réfléchit, il pense dans le temps même où il intervient. Quand il décide de suivre les événements, excellent exercice pour achever de se convaincre que vraiment les événements ne nous suivent pas, je cite encore Péguy dans Anqueville, l'intellectuel en lui ne se distingue pas du penseur, l'œuvre se constitue au travers de ses engagements. Et cela commence avec l'affaire Dreyfus. Péguy est socialiste à ce moment-là. Et cette histoire, l'affaire, échappe à la philosophie socialiste de l'histoire. Voilà en effet un bourgeois persécuté par des bourgeois. Pour ceux qui raisonnent exclusivement en termes de lutte de classe, une telle intrigue, une telle injustice est inconcevable. C'est un scandale logique, donc elle n'a pas eu lieu. Et fort de sa connaissance des lois de l'histoire, Wilhelm Liebknecht, le fondateur avec August Bebel du Parti social, Parti ouvrier social-démocrate allemand, affirme: est-il vraisemblable, est-il admissible qu'un officier français dont la famille et les parents sont très influents puisse être condamné pour un crime de haute trahison qu'il n'a pas commis et mis sous les verrous 5 ans durant? Non. Là, c'est une citation. Non, cela n'est pas vraisemblable. Et comme rien n'est sans raison, nil est sine ratione, Dreyfus est coupable. Et là, ça nous amène à aujourd'hui. Et au type d'intervention que je peux pratiquer. Dans son opuscule, Le rappel à l'ordre,
Enquête sur les nouveaux réactionnaires, publié en 2002, réédité en 2016 et salué tout récemment par Pierre Rosanvallon pour sa clairvoyance prémonitoire. Daniel Lindenberg écrit notamment que certains intellectuels dénoncent avec une assurance qui ne laisse pas la place au doute ou à la contradiction, je cite, une vague d'antisémitisme dont la réalité en tant que telle reste pourtant sujette à caution. Je rappelle, le livre est publié en 2002 et est réédité avec cette phrase en 2016 et salué en 2018 avec cette phrase par Pierre Rosanvallon. Alors pourquoi cette réalité est-elle sujette à caution en dépit de tout ce qui arrive? Parce qu'elle ne correspond pas à la représentation que nous nous faisons du racisme et à la lutte des dominants et des dominés, censés être le moteur de l'histoire. Des racistes, des racisés racistes, des dominés pas toujours présentables, c'est aussi inadmissible, aussi invraisemblable, aussi insensé pour le progressisme contemporain que l'acharnement de la bourgeoisie contre un de ses membres pour Liebknecht. Peggy dit ceci aussi dans Notre jeunesse, une phrase qu'on commence un peu à répéter aujourd'hui. Il faut dire ce qu'on voit, et surtout ce qui est beaucoup plus difficile, voir ce qu'on voit. Pourquoi est-ce difficile de voir ce qu'on voit? Parce que ce qu'on voit entre parfois en conflit avec notre vision du monde. Et parfois, pour notre confort, pour notre agrément, pour ne pas remettre en question notre engagement, nous pouvons être amenés à préférer notre vision du monde à ce que nous voyons du monde. C'est Éric Voegelin qui l'a dit très bien, dans le conflit entre système et réalité, c'est la réalité qui doit céder le pas face au système. Et donc, si je devais donner ma définition de l'intellectuel, être un intellectuel aujourd'hui, ce n'est donc pas seulement se battre pour la justice, pour se croire être la justice, mais pour les faits, contre le déni idéologique dont ils sont l'objet. Et c'est aussi essayer de penser l'échec de la philosophie de l'histoire, notamment de la philosophie progressiste de l'histoire, à saisir l'histoire. Je continue ou tu m'interromps? Hein? On est qu'au début? J'ai fini. La philosophie la plus répandue de l'histoire aujourd'hui, c'est celle qu'a exprimée Fukuyama dans son livre célèbre, La fin de l'histoire. Un livre très mal accueilli en France, par ceux-là même qui n'ont pas compris et qui souscrivaient à la vision de Fukuyama. C'est d'ailleurs ce que dit Marcel Gauchet dans un entretien récent du débat. Et Gauchet ne craint pas de dire « Oui, moi je m'inscris dans cette lignée-là ». C'est-à-dire, l'humanité est une totalité en mouvement vers l'autonomie. L'autonomie des individus, des citoyens, des sociétés. Passage, pour reprendre la grande dichotomie de Gauchet, de l'hétéronomie à l'autonomie. On y a cru, évidemment, avec force, quand bien même on traitait Fukuyama avec dédain, après la chute du mur. C'était absolument clair. Toutes les sociétés semblaient se tourner vers l'économie de marché et la démocratie, parce que le communisme avait échoué dans, disons, l'aspiration à satisfaire les besoins matériels de l'humanité. Et
la démocratie et l'économie de marché étaient choisis par tous. Les printemps arabes, on semblait dire que, effectivement, ce choix s'imposait à l'humanité tout entière, et pas simplement à l'humanité européenne. Donc, mais il s'est passé quelque chose, évidemment, le 11 septembre 2001. Et ça, c'est Pierre Manant, qui dans son livre « La raison des nations » le montre très bien. Il dit que, disons, le sens profond de cet événement, c'est qu'il nous montre que l'humanité est marquée par des séparations bien plus profondes, bien plus intraitables que nous ne le pensions. C'est-à-dire, les terroristes ont transformé en armes meurtrières des avions de ligne, moyens de communication le plus capable de réunir les hommes dans un réseau embrassant la planète. Ils ont détruit les symboles les plus glorieux du commerce mondial, mais évidemment, cela prouve que ces instruments restent extérieurs à la vie des peuples et que la communication ne produit pas la communauté. Autrement dit, voilà, c'est ça. Il y a soit une histoire comme totalité en mouvement, dans la lignée de Fukuyama, soit le choc des civilisations. Et voilà, c'est un peu blessant pour les esprits français de penser que ce paradigme a été posé aux États-Unis par Fukuyama et Huntington. Mais il faut reconnaître humblement que nous sommes dedans aujourd'hui et que, me posant sans cesse la question « qu'est-ce qui se passe ?», je penche de plus en plus vers l'idée, en effet, d'un choc des civilisations, et la fracture française, dont nous avons tous les jours de nouveaux symptômes, m'encourage, hélas, dans cette voie. Duvigny. J'ai relancé la question, je pense que bon, c'est assez clair sur ce que tu dis et me paraît tout à fait clair. Je voulais revenir sur peut-être un point un peu synthétique. Quels sont, d'après toi, est-ce que tu pourrais nous donner un peu les thèmes qui, d'après toi, aujourd'hui, te semblent essentiels par rapport à la prise de parole publique des intellectuels aujourd'hui? Sur quels principaux thèmes? Tu l'as déjà un peu dit dans ton intervention, mais est-ce que tu pourrais, d'une façon un peu synthétique, nous dire, voilà, il me semble que là, c'est ce point-là sur lequel il faut intervenir, que les intellectuels ont une responsabilité particulière. Alors, je vais répondre, comment dire, je ne veux pas m'engager pour les autres intellectuels. Je vais continuer à répondre de manière personnelle. Mais peut-être que après je pourrais universaliser la maxime de mon action. Mais je n'en sais rien. Je commence, disons, par dire, continuer à réfléchir à ce qui me fait penser. Alors je veux dire, je ne suis pas deleuzien, mais quand il m'arrive de penser, et ça ne m'arrive pas tous les jours, c'est sur le mode décrit par Deleuze dans Différence et répétition. Tout le monde sait bien, dit Deleuze, qu'en fait les hommes pensent rarement, et plutôt sous le coup d'un choc, que dans l'élan d'un coup. Il y a dans le monde quelque chose qui force à penser, ce quelque chose est l'objet d'une rencontre fondamentale et non d'une recognition. Il peut être saisi sous les tonalités affectives diverses, admiration, amour, haine, douleur, mais dans son premier caractère, il ne peut être que senti. Dans son premier caractère, et sous n'importe quelle tradition, il ne peut être que senti. Et Deleuze aime à citer Proust. Les idées sont des succédanées des chagrins. Et là, il n'est pas sûr, entre parenthèses, que ces chagrins aient donné toujours à Proust de bonnes idées. Et il est mis sur la voie de la vérité, puisqu'il en tire cette conclusion solipsiste, pragmatiquement illustrée par différents personnages tout au long de la recherche. Notre amour n'appartient pas à l'être qui l'inspire. Bon, voilà, ça je ferme la parenthèse, parce que ça m'engagerait dans une toute autre discussion, mais je tenais à le dire quand même. En tout cas,
mes idées et même mon identité, ce que je sais du monde et de moi, sont des enfants du chagrin. C'est sous la lueur d'orage de la menace que j'ai découvert en quelque sorte la France et que j'étais français. La France, qui n'était pour moi qu'un passeport, s'est rappelée à mon bon souvenir quand devenue société post-nationale, post-littéraire et post-culturelle, elle a semblé glisser doucement dans l'oubli d'elle-même. Devant ce processus implacable, j'ai été étreint par ce que Simone Veil appelle un patriotisme de compassion. Et je cite à nouveau cette phrase, qui pour moi est une source continuelle d'inspiration. On peut aimer la France pour la gloire qui semble lui assurer une existence étendue dans le temps et dans l'espace, ou bien on peut l'aimer comme une chose qui, étant terrestre, peut être détruite et dont le prix est d'autant plus sensible. Donc, la mortalité, de ce que je croyais durable, permanent, éternel, voilà mon chagrin, voilà ma découverte, et à l'heure où les plus progressistes des progressistes veulent extirper la nostalgie du cœur des hommes, j'en ai tiré, en guise de méditation et d'engagement, une écologie générale. Et là, je réponds à la question, qu'est-ce qui mérite? Alors je dirais, souci de la terre, donc, mais aussi des bêtes, de la beauté du monde, de la langue, de la transmission de la culture, ou, et d'ailleurs, voilà, la langue, citée par Barthes, Flaubert écrit à George Sand le 4 décembre 1812, car j'écris non pour les lecteurs d'aujourd'hui, mais pour tous les lecteurs qui pourront se présenter tant que la langue vivra. Et Barthes, dans son ultime séminaire, la préparation du roman commente, si Racine passe un jour, c'est déjà plus ou moins fait, ce n'est pas parce que sa description de la passion est ou sera périmée, mais parce que sa langue sera aussi morte que le latin d'église. Voilà, donc c'est cette écologie générale, ce sont tous ces points-là, que faut-il préserver, que faut-il sauver, qui me semblent dignes d'être, si vous voulez, développés et dignes d'une intervention publique. Très bien. Alors je vais poursuivre un peu le questionnement, qui est une question plus générale à propos de la période que nous vivons actuellement. Est-ce que finalement cette période peut être, je la conçois comme un moment critique, j'allais dire, et passager de notre histoire, ou est-ce qu'on a plutôt à faire un changement anthropologique durablement installé? Et pour introduire cette question, j'ai retrouvé quelques citations que tu connais de Muret, de Philippe Muret, que vous trouvez d'ailleurs sur le site de Politique Autrement. Notre univers est rempli de mots ou de notions qui continuent à courir comme des poulets qui ont le cou coupé, parce que les médiateurs ont besoin de faire croire que ceux qu'ils ont assassinés continuent à exister. Les débats, ça se discute sur les plateaux de télé qui ont lieu, généralement entre adversaires de la drogue et ennemis des stupéfiants, entre adeptes du vélo et amateurs de bicyclette, enfin... J'attends la grande disputation de l'avenir, entre usagers de la trottinette et utilisateurs de la patinette, ou encore entre adeptes de la partouze et fanatiques de l'échangisme. Auquel je rajouterai... On voudrait faire exister, par l'évocation d'un mot, quelque chose dont on est de moins en moins sûr qu'il conserve aujourd'hui ses conditions de possibilité, d'où un certain onirisme de la tonalité générale du débat précisément. Tant de considérations brassant démocratie, barbarie, droits de l'homme, liberté, tolérance, intolérance, fin morale, égalité, valeur, engagement, et si peu de réflexion sur l'état concret de l'humanité actuelle. Ce serait pourtant ça, il me semble, entrer dans le vif du débat et débattre comme plâtre au lieu de prendre de si haut le débat, au lieu de le regarder du haut de tous ces universaux. C'est là où le débat blesse, il ne part pas d'en bas, à ras sur les pâquerettes de la rhétorique. Je cite cette chose parce qu'effectivement, il y a l'idée qu'on a changé, enfin bon, on en rediscutera, on posera aussi la question à Gilles Debray d'une autre façon,
mais que beaucoup de discussions sont certes intéressantes, mais que ce que je pourrais appeler le creuset anthropologique, individuel et collectif a glissé. Si bien qu'on continue de débattre, on discutera de ça à propos d'ailleurs de l'idéal républicain, il y en a qui vont dire, bon, on peut toujours continuer à en discuter, mais la réalité historique a basculé. Alors, on aimerait avoir précisément ton point de vue sur cette question. Ça va être très difficile pour moi d'être aussi drôle que Murray. Bon, mais je ne sais pas si on peut parler de changement anthropologique, mais peut-être que je vous rejoins, toi et lui, par un autre biais. Et moi, je commençais par Chesterton, qui est extrêmement drôle, mais la phrase est très connue, mais elle mérite d'être citée, disons, textuellement, et d'être méditée. Le monde moderne est saturé de vieilles vertus chrétiennes virant à la folie. Voilà, c'est la dernière traduction, cette phrase que l'on trouve dans Orthodoxie de Chesterton. Et Tocqueville dit « Le christianisme qui a rendu tous les hommes égaux devant Dieu ne répugne pas avoir tous les citoyens égaux devant la loi. Voir son semblable dans tout homme et pas seulement dans le membre de sa caste, l'égalité démocratique est issue de la Bible, en effet, vertu chrétienne. Mais Tocqueville déjà, avant Chesterton, s'inquiète de la voir régner dans tous les domaines de la vie. Alors donc, je ne sais pas s'il s'agit d'une révolution anthropologique, je constate que l'égalité, l'un de nos biens les plus précieux, vire à la folie. Michelet parlait à propos du moment Robespierre de la Révolution de furie de la pitié. Notre modernité tardive est en proie à une furie de l'égalité et même à une furie des droits de l'homme. Toute limite, à un moment où il s'agit pourtant de préserver les choses, heurte un droit de l'homme, toute hiérarchie dans quelque secteur que ce soit, est une insulte à l'égalité. S'en inquiéter, c'est être réactionnaire et même pire. Voilà peut-être pourquoi les débats se déroulent si souvent entre gens qui pensent la même chose, parce que avec ceux qui ont l'air de s'élever contre le principe d'égalité, le débat n'est tout simplement pas possible. Je voudrais citer par exemple un appel, une pétition, justement, récente, publiée dans Politis. Cette tribune, sur laquelle il est illusoire de penser que l'on va pouvoir contenir et, a fortiori, interrompre les flux migratoires, est signé notamment par Bertrand Badi, Étienne Balibar, Émeric Caron, Patrice Chourmazeau, René Broman, Éric Fassin et Raphaël Glucksmann. Et donc, les partisans, c'est ça qui est intéressant, et je reste dans mon sujet, les partisans d'une ouverture totale des frontières, eh bien, ils opposent dans cette tribune, dans cet appel, la passion progressiste de l'égalité à l'obsession rétrograde, et disons le mot raciste, de l'identité. Pour eux, nulle différence ne doit subsister entre les hommes. Il n'y a plus de citoyens, il n'y a plus d'étrangers, tous les êtres humains ont partout les mêmes droits. La France devient un droit de l'homme. Et la volonté d'une civilisation de persévérer dans son être est frappée d'opprobre. La migration n'est un mal, disent les auteurs, que dans les sociétés qui tournent le dos au partage, la liberté de circulation et l'égalité des droits sociaux pour les émigrés, présents dans les pays d'Occident, sont des droits fondamentaux de l'homme. Droits de l'homme et des citoyens, disait la Révolution française, l'homme a mangé le citoyen. Et pourtant, comme l'écrit encore Pierre Manant, il n'y a pas de droit de l'homme à devenir
le citoyen du pays de son choix. Si un tel droit avait été reconnu dans le passé, jamais les nations européennes n'auraient été construites et les migrants n'auraient pas où aller. En attribuant des droits illimités aux individus détachés et en restreignant ceux des communautés instituées, on se rend aveugle au lent effort d'éducation que réclame la formation d'une communauté humaine vivable. Nous souhaitons la politique d'accueil la plus généreuse possible, mais le soin de nos communautés est notre premier devoir de citoyen. Ne nous croyons pas obligés de déraisonner pour prouver notre humanité. Or, voilà ce qui se passe. On déraisonne pour prouver son humanité, mais pourquoi? Au nom de cette égalité devenue folle et qui balaye absolument tout sur son passage aujourd'hui. Et voilà aussi pourquoi les débats sont rendus si difficiles. Vous ne pouvez pas apparaître sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes d'information continue avec cette étiquette partisan de l'inégalité. Jimmy. Ça va trop vite. Non. Alors, je vais revenir après sur les autres questions plus précises à propos de l'intervention dans l'espace public, parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées, notamment sur la question des médias. Et avant de passer à ces dernières questions un peu plus précises, je vais entamer le deuxième grand point. Une question concernant un certain nombre de notions qu'on a été amené à avancer à un moment donné, et notamment cette notion de culture. Je ne vais pas reprendre La défaite de la pensée qui était quand même un livre qui a eu son importance au moment en 87, il y a eu beaucoup de discussions. Je me souviens le débat et notamment une discussion avec Paul Lyonnais à propos du tout culturel, du rock, de la musique rock, etc. Mais il y a 30 ans, donc c'est en 87. Et vous en prenez à juste titre à la confusion qui existe, puisque n'oublions pas qu'on est à la période Jack Lang, qui est alors ministre de la Culture, une série d'activités, tout est englobé dans un grand tout qui s'appelle la culture. Et donc c'est une attaque en règle et argumentée sur un peu les champions de la modernité ou de la post-modernité qui mélangent tout. Alors il y a deux visions qui sont amenées dans ce livre, deux visions de la culture et de la nation en fait. Il y a d'un côté la conception issue du romantisme allemand, avec le Volksgeist, c'est-à-dire le génie national, pour pousser l'esprit du peuple, d'un côté, et de l'autre, en opposition, c'est du moins comme ça le livre est en opposition, la question des Lumières, de la Révolution française, qui est très différente évidemment de la conception allemande romantique, avec l'association volontaire et libre et l'adhésion réfléchie des individus. C'est-à-dire on n'a pas affaire à un inconscient collectif qui ferait qu'en quelque sorte on appartient au génie du peuple, ou le peuple, au peuple au sens, j'allais dire, organique du terme, mais à côté de ça on a les Lumières. Il y a cette opposition, d'ailleurs c'était à ce moment-là le contre-révolutionnaire français opposé précisément ces Lumières, à la question des Lumières. Et dans ce prolongement-là, il y a, me semble-t-il, une critique assez acerbe des sciences humaines. Je cite, vous dites, mais les sciences humaines, finalement, ils vont aller un peu de ce côté-là, si je ne déforme pas ce qui est dit, et notamment vers un différentialisme. Il n'y a plus de visée vers l'universel, on a affaire à des cultures particulières, et, je cite, le roi est nu, nous autres Européens de la seconde moitié du XXe siècle, nous ne sommes pas la civilisation, mais une culture particulière, une variété de l'humain, fugitive et périssable. Et une critique quand même de la notion d'identité culturelle. Je le cite encore, les fanatiques actuels de l'identité culturelle consignent les individus dans leur appartenance, comme eux, ils portent les différences à l'absolu. Alors ma question est d'abord un peu la suivante. Quand on met en perspective avec un autre texte, nous autres les modernes, je crois que c'est 2005, près de 20 ans plus tard, donc, je crois que l'accentuation n'est pas tout à fait la même, d'une certaine façon, puisqu'il y a une critique qui est développée à ce moment-là, à la fois d'une philosophie de l'histoire, c'est pas tout à fait les Lumières, mais c'est une philosophie de l'histoire du XIXe siècle,
la culture de masse, le dogme moderne du progrès, et arrive la question des limites, de la place des poètes et des romanciers dans la modernité, et la place de la nature. Ça, c'est en 2005. Et il y a un peu un difficile équilibre entre, j'allais dire, optimisme sans être progressisme. Et puis si je vais beaucoup plus loin à propos d'un autre livre qui s'appelle L'identité malheureuse, alors là, on évolue aussi un peu encore dans ce sens-là. Et pourquoi ? À propos de l'affaire du voile. Mais l'affaire du voile, à partir de là, amène un certain nombre de développements à propos, et on a un peu parlé de l'identité française. Et que la question d'identité commune est posée, et cette identité renvoie à un type de sociabilité, une forme de vie. Donc on n'est plus totalement dans la question des Lumières à visée universelle où l'individu s'arrache par rapport à ses appartenances premières selon l'idéal des Lumières. Mais on va vers une notion d'identité. Et là, je te cite encore, avec ses platanes et ses marronniers, ses paysages et son histoire, son génie propre et ses emprunts, sa langue, ses œuvres et ses échanges, la modalité française de la civilisation européenne dessine un monde. Et ce monde se propose aussi bien aux autochtones qu'aux nouveaux arrivants. Voilà. Donc, ma première question, comment tenir ensemble, si j'ose dire, la visée universaliste des Lumières et cette question d'appartenance, précisément, la notion d'identité n'est pas... au contraire, elle est même revendiquée d'une certaine façon. Ça sera ma première question. Ensuite, j'en aurai une autre sur la question du document. J'avais préparé la réponse. Non, mais c'est pas grave, je vais répondre sans filet, là. J'avais pas préparé ça, j'avais préparé une réponse sur la culture et l'ambiguïté des termes. Donc j'y répondrai ensuite. Non, là je vais quand même jouer le jeu. Et en effet, je reconnais qu'il y a eu une certaine évolution. Mais disons, pas pencher sur mon propre travail comme ça, mais dès la défaite de la pensée, la tension existait, puisque Renan y occupait une grande place, et Renan définit la nation de deux manières, hein, c'est-à-dire le plébiscite de tous les jours, mais aussi un héritage, hein, un héritage qu'il faut savoir faire valoir indivis. Donc l'appartenance n'est pas complètement niée. Et il est vrai que j'ai été amené à approfondir, j'espère, la question du rapport entre le romantisme et les Lumières. Et il me semble que nous sommes, en tant qu'Européens, les héritiers de l'un et l'autre de ce mouvement. Que nous ne pouvons pas rejouer la bataille qu'ils ont pu se livrer. Et je l'ai senti notamment au moment du conflit en ex-Yougoslavie. Puisque dans ce conflit en ex-Yougoslavie, les intellectuels dont nous parlions tout à l'heure, ont d'abord adopté une posture de mépris à l'égard de tous les protagonistes. C'était cette grande réunion, cette grande conférence qui a eu lieu, je crois, en février 92, c'est-à-dire après le siège et la destruction de Vukovar, sous le titre « L'Europe ou les tribus », et que François Mitterrand a honoré de sa présence. Et là, il y avait toute la fine fleur de l'intelligentsia française et européenne. Peter Handke a donné une conférence, etc. Et là, je suis intervenu, et c'est ce que je disais tout à l'heure, intervenir et réfléchir, pour moi, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Je me suis demandé qu'est-ce qui se passe, et j'ai compris que cette opposition ne fonctionnait pas tout à fait, qu'il fallait réfléchir à nouveau frais, mais pour autant, la visée de l'universel n'est jamais abandonnée, puisque même dans cette citation que tu donnes de l'identité malheureuse, je dis bien, ce monde s'offre aussi bien aux autochtones qu'aux étrangers. Et puis, il s'est offert à moi, qui suis un enfant d'immigrés, pour parler le langage d'aujourd'hui, et même naturalisé à 1 an. Donc, et puis, je pense souvent à cette phrase de Lévinas, à la fin de Difficile Liberté, la France est un pays auquel on peut s'attacher par le cœur et par l'esprit, et pas seulement par les racines. Voilà, donc,
tout cela, justement, reste très important. Mais là, j'en viens à la question de la culture, par le cœur et par l'esprit. Parce qu'en effet, la culture est un mot qui a aujourd'hui deux significations. La signification humaniste et la signification sociologique ou anthropologique. Alors, dans l'optique de l'anthropologie, et si on lit les dictionnaires, c'est l'ensemble des formes acquises de comportement dans les sociétés humaines. Dans l'optique humaniste, c'est l'ensemble des connaissances acquises qui permettent le développement du sens critique, du goût, du jugement. Je cite la définition de Robert. Alors, la culture, au sens humaniste, c'est ce que Pascal appelle l'ordre de l'esprit, et qui distingue, comme on sait, de l'ordre de la chair et de l'ordre de la charité, et dans le sens de l'anthropologie et des sciences sociales, des sciences humaines, c'est le mode d'être, d'agir et de sentir propre à une collectivité humaine. Le pari européen sur la culture humaniste est magnifiquement formulé par Paul Ricoeur. Contrairement, écrit Ricoeur, à la prétention du sujet de se connaître soi-même par intuition immédiate, il faut dire que nous ne nous comprenons que par le détour des signes d'humanité déposés dans les œuvres de culture. Que serions-nous de l'amour et de la haine, des sentiments éthiques et en général de tout ce que nous appelons le soi, si cela n'avait été porté au langage et articulé par la littérature? Et c'est un philosophe qui parle. Cette distinction entre la culture au sens anthropologique et la culture au sens humaniste n'a plus cours aujourd'hui. Sous l'effet de l'emportement égalitaire dont j'ai parlé tout à l'heure, la première, la culture au sens anthropologique, a jeté son dévolu sur la seconde. Le cultivé a été englouti dans le culturel. Alors Jacques Lang a fait ça, et tous les ministres de la culture d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain, et jusqu'à ce que la Terre, dans 4 milliards d'années, soit brûlée par le Soleil, seront des clones de Jacques Lang. Et Pierre Bourdieu a donné la justification théorique de cet anéantissement de l'humanisme. Et ça, c'est dans son livre « La reproduction », publié en 72, 71, 72, c'est-à-dire en effet 68. La sélection de signification qui définit objectivement la culture d'un groupe ou d'une classe comme système symbolique est arbitraire, en tant que la structure et les fonctions de cette culture ne peuvent être déduites d'un principe universel, physique, biologique ou spirituel, n'étant unis par aucune espèce de relation intime à la nature des choses ou à une nature humaine. Il en déduit, on est dans l'arbitraire, il n'y a que des arbitraires culturels, et il en déduit que ce qu'un humaniste naïf considère comme la transmission de la culture est objectivement une violence symbolique en tant qu'imposition arbitraire d'un arbitraire culturel. Cet arbitraire généralisé veut dire aussi que tous les goûts, toutes les pratiques, tous les arts, toutes les distractions, jeux vidéo ou lecture de George Eliot sont au même titre et au même rang des faits de culture. Égalité, que de saccage on commet en ton nom. Alors, Milan Kundera, dans un article très important, pour moi en tout cas, publie en 1983 La tragédie de l'Europe centrale ou un Occident kidnappé, écrit avec profondeur et simplicité un alliage
dont la France semble avoir perdu le secret. Au Moyen-Âge, l'unité de l'Europe reposait sur la religion. Dans les temps modernes, quand le dieu médiéval se transforma en Deus absconditus, la religion céda la place à la culture qui devint la réalisation des valeurs suprêmes par lesquelles l'humanité européenne se comprenait, se définissait, s'identifiait. Et dans le même article, Milan Kundera constate avec mélancolie que la culture cède elle-même la place aujourd'hui. Et il se demande à quoi? Qu'est-ce qui vient après elle? Eh bien, on peut répondre, la culture cède la place à son homonyme. La culture cède la place à la culture, c'est le crime parfait. Je vais me permettre de revenir un peu. La conception anthropologique de la culture, en quoi est-elle contradictoire avec l'autre conception de la culture qui implique une hiérarchie et qui passe par la reconnaissance d'une hiérarchie des œuvres? Je ne le pense pas. Je pense que, on sera d'accord, que la notion anthropologique de culture permet de comprendre, d'analyser une situation donnée. Elle n'a pas valeur de ce qui est. Or, la confusion, elle vient précisément de ça. Et les sociologues, ou les anthropologues, ou les sciences humaines, ont une façon de faire qui consiste à dire, vous savez, moi, je ne juge pas, je n'ai pas de jugement valeur, et font passer, j'allais dire, je ne sais pas si c'était d'accord, font passer par la fenêtre, en fait, un jugement de valeur qui ne l'est pas. C'est comme ça, mon rôle s'arrête là, et en fait, on a beaucoup de difficultés à savoir ce qu'ils pensent exactement. N'importe comment, on n'y peut pas grand-chose, c'est toujours ambivalent, il y a toujours des évolutions qui vont dans ce sens-là, en même temps, il faut bien voir l'autre, ça n'a jamais été assez pensé, et à chaque fois, on se demande, mais est-ce que le constat de ça doit nous empêcher d'avoir, j'allais dire, un jugement d'une certaine façon sur cette question-là? Et là, la confusion, notamment les sciences humaines qui ont pris un peu, à mon avis, le relais de la philosophie, qui ont écrasé la philosophie, mais en elle-même, elle ne me semble pas contradictoire. Je ne dis pas ça parce que je suis sociologue, mais j'ai fait des études de philo avant, et ce débat, ce faux débat, enfin un peu ce faux débat, moi j'ai toujours trouvé que c'était un débat entre conception d'anthropologie ou de la sociologie, qui analyse, qui essaie de comprendre, et ensuite ça n'implique pas qu'on n'a pas aussi à se prononcer sur ce qu'on pense de l'état des mœurs, j'allais dire à un moment donné. Je suis entièrement d'accord, et rien ne serait plus régressif que de choisir une conception contre l'autre. C'est-à-dire, je me prévaux de l'idée humaniste de la culture, ça concerne l'ordre de l'esprit, et tout l'apport des sciences sociales doit être rejeté. Non, bien sûr, les deux significations doivent pouvoir coexister, mais dans l'esprit de la sociologie critique, elles ne coexistent pas. L'une est destinée à être dévorée par l'autre. C'est ça qui se passe. Et les sociologues de cette obédience ne disent pas, ne jugent pas, ils jugent ceux qui jugent. Et ils les jugent très sévèrement. Au nom de quoi faites-vous des différences? Si vous voulez, l'égalité dont ils sont les promoteurs débouche sur le nihilisme. La formule du nihilisme, c'est pas toujours tout est possible. La formule du nihilisme contemporain, c'est tout est égal. Et une certaine forme de sociologie ne cesse de nous le dire. Au nom de quoi vous allez nous en prendre aux jeux vidéo? Il y en a même qui vous disent, aujourd'hui, au nom de quoi vous allez interdire les téléphones portables dans les écoles? Ce sont toujours des chercheurs qui disent ça. C'est jamais des gens, c'est des chercheurs. Et des chercheurs en général en sciences sociales. Donc pas dans les humanités. Donc c'est pas du tout... Mais de là à en conclure qu'il faudrait oublier l'œuvre de Max Weber ou celle de Lévi-Strauss, évidemment, ce serait terrible, ce serait l'obscurantisme. Et dans cet obscurantisme, je ne veux pas tomber. Mais je vois cette offensive, cet impérialisme des sciences humaines dans l'utilisation certains en font aujourd'hui, et je trouve ça extrêmement inquiétant parce que ça se répand au-delà même du domaine de la recherche. Ça imprègne la doxa. J'étais opposé il y a quelques mois sur une chaîne de télévision à Cohn-Bendit. Le débat se passait bien, et puis j'ai parlé de la fête de la musique, vous voyez, Jacques Lang,
Et on n'en finira jamais. On mourra bien avant que meure la fête de la musique. Et nos enfants et nos petits-enfants et leurs petits-enfants aussi. Donc, et la fête de la musique a été accueillie, comme vous le savez, par le président de la République à l'Élysée, et sous la forme de l'électro. L'électro a triomphé avec un des chanteurs, je ne sais pas, ou rappeurs, je ne sais pas comment il faut dire, qui avait je suis noir, fils d'immigré, PD. C'était donc très très revendicatif, et c'était de l'électro tout le temps, et j'ai dit, mais j'ai dit tout simplement, voilà, mais c'était horrible. En plus de tout, c'est une musique horrible. Et Cohn-Bendit m'a regardé comme si j'étais fou. Mais comment, au nom de... Mais tu dis que ça ne plaît pas. Mais dis que ça ne plaît pas. Mais tu n'as pas le droit d'en dire plus. Si tu en dis plus, voilà, parce que bien entendu, chacun ses goûts, chacun sa culture. Voilà, il pense dans ces termes-là. Donc ça veut dire qu'une conception a complètement dévoré l'autre. L'idée que l'on puisse faire des hiérarchies et que celle-ci est une valeur objective est devenue étrangère à une certaine pensée égalitaire. Mais cet égalitarisme-là débouche sur le nihilisme du tout est égal. Bien. Je crois que c'est très clair. Alors on va poursuivre sur un deuxième thème. Je vais dire un grand thème, mais sur la question de l'écologie et le rapport à l'écologie. Oui, je vais y venir. Je commence par l'écologie, je vais finir très vite sur Heidegger. Dans l'écologie, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a quand même une espèce de, une prophétie du malheur, c'est-à-dire l'idée d'une catastrophe annoncée? Je ne sais pas qui c'est qui dit, les écologistes, c'est un peu comme dans un album de Tintin où il y a une météorite qui est arrivée sur la Terre et il y a quelqu'un qui sort avec une fenêtre, la fin est arrivée, la fin est arrivée. Et il y a l'idée, par exemple, si je prends l'écologie, au début de l'écologie politique, c'est-à-dire en 1974, avec René Dumont, il y avait ce fameux livre qui datait de 1973, s'appelait L'Utopie ou la mort. C'est un vaste programme, qui d'ailleurs succédait un peu, je dirais, à presque socialiste, communiste ou barbarie. Vous aviez le choix. Et d'une certaine façon, il me semble que dans un discours écologique, appelons ça peut-être une idéologie écologique, il y a quand même un messianisme inversé, ou qui est un peu l'inverse de l'idée de progrès, des philosophies de l'histoire. C'est une histoire qui marche à l'envers et qui va de plus en plus près de la catastrophe. Et d'une certaine façon, on peut dire que cette vision de la catastrophe, chez beaucoup d'écologistes, est salutaire. C'est-à-dire que plus on avance vers la catastrophe, plus d'une certaine façon les gens vont être amenés à prendre conscience du danger qui nous menace et de la fin de la planète. Avec d'ailleurs un peu cette histoire de peur. Et je vais reprendre un peu, je voudrais avoir un petit point de vue là-dessus, à propos de Hans Jonas, à propos de ce qu'il appelle l'heuristique de la peur. J'ai retrouvé d'ailleurs, je crois que c'est dans Nous autres modernes, la peur est bonne conseillère, elle nous apprend quelque chose, loin d'obscurcir notre entendement, elle l'éclaire, elle est plus intelligente que nos désirs. Sachons donc lui faire bon accueil et prêter davantage d'oreilles aux prophéties du malheur qu'à la prophétie du bonheur. Alors j'en viens à Heidegger, qui ne me semble pas si éloigné que ce point de vue. Je vais pas faire, on a fait un séminaire à politique autrement il y a quelques années sur Heidegger, la critique de la modernité, mais à propos de cette vision de la technique chez Heidegger, c'est-à-dire la vision d'une technique planétaire qui est conçue assez sur le signe précisément d'un danger grandissant, c'est-à-dire le règne de la technique se développe, le désert croît, à tel point que on en est arrivé peut-être à ce moment-là, si on poussait un peu, on est près du gouffre, mais plus on va aller près du gouffre, plus d'une certaine façon le sursaut peut arriver. Je ne sais pas si c'est pas très allemand, mais il y a toujours cette idée de, je ne sais plus, là où le péril croît également ce qui sauve. Il y a cette idée-là qu'on retrouve, à mon avis, chez Heidegger. Alors, c'est là aussi une histoire de marche inversée par rapport aux philosophies de l'histoire, ou même par rapport à l'idée du progrès. Et moi, j'ai lu Heidegger, je pense que c'est un des grands philosophes
J'ai retrouvé aussi d'ailleurs une formule de George Steiner dans un petit livre sur Heidegger qui était formidable, où il écrit ceci. Même et surtout, si elles sont manifestement sans réponse, les questions que pose Heidegger à propos de la nature et du sens de l'existence sont capitales et contraignantes. En les posant encore et toujours, Heidegger a amené au centre d'une perspective nouvelle et résolument provocatrice de nombreuses régions du comportement humain, de l'histoire sociale et de l'histoire de la pensée. Donc pour moi, ça c'est un acquis. Mais, ma question va être la suivante. Dans Heidegger, est-ce qu'il n'y a pas, d'une certaine façon, d'ailleurs on pourrait le voir avec un style qui est très oraculaire, il ne s'agit pas simplement d'une critique du règne de la technique, il s'agit aussi de penser de façon, on ne peut pas développer ici trop, mais ontologiquement le sens de l'être, qui est une formule qui peut paraître très énigmatique, c'est-à-dire devant un rapport statique, on va dire, à la nature, devant une forme de contemplation du monde, il y a quelque chose de mystérieux qui nous fait signe, dont on ne sait pas exactement ce que c'est. Mais il faut essayer de le penser. Et j'en viens, à partir de là, à la critique d'Emmanuel Levinas, qui lui aussi reconnaît l'importance centrale de Heidegger, notamment du premier Heidegger, c'est-à-dire Sein und Zeit, mais qui, dans Éthique infinie notamment, pose un certain nombre de repères critiques quand même vis-à-vis de cette philosophie. Notamment, il indique que certes, la technique est dangereuse, mais on ne doit pas oublier qu'elle s'accompagnait, je cite, d'une foi en la libération de l'homme. Ce qu'elle a amené après, c'est autre chose. Et, dit-il, cette foi n'est pas liée à la technique, mais accompagne la fin des civilisations sédentaires, l'effritement des lourdeurs du passé. Et il parle, à ce propos d'Heidegger, de nocturne pesanteur. C'est-à-dire, ce n'est pas d'ailleurs dans le rapport à la nature, une nature, je pense à Hannah Arendt, où c'est une nature qui est humanisée. C'est plutôt le village qui est transformé dans de l'homme. Là, c'est le torrent, c'est la forêt noire, c'est les êtres mystérieux, on va dire, on a un Roland presque germanique et même au-delà. Est-ce qu'on ne va pas, avec cette optique-là, vers, et c'est un peu la question que pose Levinas, il le pose même directement, vers une sorte de sacré païen? C'est-à-dire un sacré qui filtrerait à travers le monde et la nature, et qui, dit-il, est un peu l'inverse du judaïsme. Je terminerai par juste une citation. On trouve dans Heidegger, Gargarine et Nut, un texte d'Emmanuel Levinas. Retrouver le monde, selon Heidegger, c'est retrouver une enfance pelotonnée mystérieusement dans le lieu, avec un grand L majuscule. Il y a beaucoup de notions de Heidegger sur lesquelles ses disciples ont beaucoup travaillé. Ça me fait penser par moments à Lacan, avec un certain nombre de notions. On prend des notes, on n'arrive pas à comprendre ce qui est dit, mais on revient dessus, etc. Bon, le lieu. S'ouvrir à la lumière des grands paysages, à la fascination de la nature, au majestueux campement des montagnes. C'est courir un sentier qui serpente à travers les champs, c'est sentir l'unité qu'instaure le pont reliant les berges et la rivière, et l'architecture des bâtiments, la présence de l'arbre, le clair-obscur des forêts, etc. L'être même du réel se manifesterait de derrière ces expériences privilégiées de rapport avec la nature. Et voilà ce qu'il dit, la doctrine est subtile et neuve, mais le voilà donc l'éternelle séduction du paganisme, par-delà l'infantilisme de l'idolâtrie, le sacré filtrant à travers le monde, le judaïsme est peut-être que la négation de cela. Voilà, je m'arrête là, et on sait que Levinas va donner une priorité précisément au visage de l'autre et au rapport à l'autre, qui fait sortir de cette espèce d'enfermement d'un rapport, on peut dire, un peu, je dirais pas fusionnel, mais d'un rapport à la nature. Voilà. Et on aimerait savoir précisément comment, là aussi, je ne dirais pas comment concilier les deux. Alors, donc j'ai essayé d'aborder la question du rapport Levinas-Heidegger dans la seule exactitude, mais j'y reviendrai quand même. Alors simplement, un mot d'abord sur les écologistes. Je ne leur reprocherai pas d'être catastrophiste, j'y reviendrai tout à l'heure, ça certainement pas. Parce que je veux bien que l'Obs, aujourd'hui, soit engagé dans ce que Dominique Nora appelle un optimisme de combat. La formule me paraît très creuse, et vraiment, pour être optimiste aujourd'hui, il faut vraiment être un peu con. Donc
donc, je crois que la catastrophe, c'est la lucidité. Mais j'y reviendrai. Et surtout, si vous voulez, ce qui s'impose à nous aujourd'hui, face à toutes les dévastations, c'est le sens des limites. Ça s'impose à nous en tant que citoyens, ça s'impose à nous en tant que consommateurs, ça s'impose à nous en tant que société, collectivité. Or, de quoi les écologistes nous parlent tout le temps? Pas de la catastrophe, c'est l'extension indéfinie des droits de l'homme. Le droit à ceci, le droit à cela, le droit à la PMA, demain, évidemment, le droit à la gestation pour autrui, bien entendu, au nom de l'égalité. Parce que c'est ça qui nous attend. Après, les protections médicalement assistées pour les femmes seules et pour les femmes en couple, ce qui... évacuation du père qui va de pair, si j'ose dire, avec une condamnation réitérée de l'ordre patriarcal, d'une part, mais d'autre part, au nom de l'égalité, on ne pourra pas refuser la gestation pour autrui, et les écologistes vont s'y employer. Donc toujours plus de droits, toujours plus d'égalité, illimitation des droits de l'homme, et alors que s'impose à nous la limite. Voilà la contradiction dans laquelle les écologistes sont pris. J'ajoute aussi qu'ils n'ont aucune considération pour la cause animale, pour les horreurs de l'élevage industriel qu'on devrait appeler élevage concentrationnaire. Ce qui leur plaît, c'est les animaux sauvages, pas les animaux domestiques. Franchement, c'est nul. Mais en revanche, le nouveau ministre de l'écologie, la première chose qu'il a fait, c'est de réintroduire des ours dans les Pyrénées. Et c'était pas pour le bonheur des brebis, ni pour celui des bergers. Ils se foutent des brebis, ils se foutent des paysans, ils se foutent des bergers. Et ils veulent l'imitation des droits de l'homme. Il n'y a aucun catastrophisme chez eux. Ils sont totalement engagés dans l'optimisme de combat. Donc, voilà personnellement ce que je leur reprocherais. Et je sens la nécessité d'une écologie générale, d'une écologie qui va au-delà simplement du souci de la Terre, mais je ne me reconnais pas dans les écologistes professionnels, dans les militants actuels de l'écologie. J'espère qu'un jour viendra où une telle reconnaissance sera possible. Venons-en maintenant à Heidegger. Alors, je ne répondrai pas sur tout, mais je reviendrai pour commencer au livre de Pierre Rosanvallon. Notre histoire intellectuelle et politique, 1968-2018. Ce livre est absolument passionnant, non parce qu'il serait intelligent, non, ça pas du tout, mais parce qu'il est extraordinairement symptomatique. Alors, dans ce livre, Rosanvallon rappelle qu'en 1987, François Furet, qui dirigeait la Fondation Saint-Simon, et Milan Kundera m'ont confié la direction d'une nouvelle revue que j'ai moi-même appelée Le Messager européen. La Fondation Saint-Simon, vous le savez sans doute, était un think tank créé en 1982 et qui regroupait des grands universitaires et des grands patrons. Et voici ce que Rosanvallon, qui était le secrétaire de cette association, dit du Messager européen. Le résultat avait été très éloigné de ce qui avait été initialement envisagé. La surprise était d'abord venue de la place donnée à un énorme ensemble consacré à Heidegger, dont les articles s'étaient étalés dans les 3 premiers numéros. C'était ainsi, sous les auspices du dénonciateur impitoyable des méfaits de la technique, et plus largement de la modernité, que la publication s'était placée dès son lancement au début de 1987. Si une place était faite aux interventions de Jan Patočka ou de Daniel Jokic, alors que les Michnik et Geremek, dissidents que l'on pourrait dire libéraux progressistes, étaient eux ignorés, c'était surtout à la dénonciation d'un Occident jugé à la dérive qu'était consacrée la publication. Sous l'effet de cette stupeur indignée, la Fondation Saint-Simon, lieu de débat, a suspendu, après 3 numéros, le soutien financier qu'elle avait accordé au lancement de l'entreprise. Alors, rétablissons d'abord les faits. Michnik a participé à la revue pour un dossier consacré aux différents judéo-polonais. Et notre
premier souci a été d'entrer, non pas de dénoncer l'Occident, mais d'entrer en relation avec les Dichter et Denker, les poètes et les penseurs d'Europe centrale. C'est ça que nous avons souhaité tout de suite, et que nous avons fait tous les numéros. Tous les numéros. Il se trouve que la plupart des penseurs tchèques, Patočka, mort en 1977 après un très brutal interrogatoire policier qui avait duré 9 heures, mais aussi Václav Havel, Kundera, Karel Kosík, Václav Bělohradský, sont très marqués par la guerre. Voilà la réalité que n'ont pas su ou voulu voir les Saint-Simoniens qui me reprochaient de délaisser pour un discours réactionnaire le dialogue Est-Ouest. La dissidence tchèque était tout entière, mais tout entière avec des guerriers. Kosík, que j'interrogeais, Karel Kosík, qui n'était pas exactement un dissident, parce qu'il y avait des divergences entre les intégrés, mais enfin, qui était quand même un auteur censuré par le pouvoir. Le pouvoir avait confisqué un de ses manuscrits de 1000 pages, etc. Et Kundera raconte, c'est très intéressant dans cet article Un Occident kidnappé, qu'il se demandait avec Kosík, mais à quelle grande figure s'adresser en Occident pour dénoncer ce scandale. Il se rend compte qu'il n'y a plus personne. Il se dit, ben, il n'y a plus personne, pense-t-il. Ils finissent par envoyer une lettre à Sartre. Sartre, en effet, répond tout de suite, émet une protestation, et le manuscrit a été rendu à Karel Kosík. Donc, Kosík, que j'interroge en 1993, revient sur le printemps de Prague et dit que cet événement fit tomber une lueur, une simple lueur de doute sur le paradigme de l'époque moderne, partout. Et ce paradigme, c'est quoi? Ce paradigme de l'époque moderne, c'est précisément ce que Heidegger appelle la technique. C'est-à-dire non pas seulement les moteurs et les machines de l'hypermodernité, mais la manière dont la réalité se découvre à nous. Être à l'ère de la technique, c'est être commissible, machinable, malléable, disponible, remplaçable. Et dans un de ces séminaires clandestins, Patočka demande « À quoi sommes-nous accoutumés à l'ère technique ?» Et il répond, vous vous rendez compte, il répond ça alors qu'il est obligé de tenir des séminaires clandestins, où toutes les libertés sont suspendues. Et bien il dit « À quoi sommes-nous accoutumés ? À revendiquer constamment et en appeler à nos droits. Nous croyons avoir le droit d'exploiter le monde entier. Précisément... » Attendez, je vais mettre là parce que j'arrive pas à me relire. À quoi sommes-nous accoutumés à l'ère technique ? À revendiquer constamment et en appeler à nos droits. Nous croyons avoir le droit d'exploiter le monde entier, précisément nous qui existons maintenant, sans tenir compte de ceux qui viendront. Nous croyons avoir le droit d'user et d'abuser de ce que le travail assidu et inconscient des soleils et des étoiles a accumulé depuis des milliards d'années. Ce droit ne fait pas question pour nous et nous ne nous demandons pas dans quel but nous gaspillons cela. Et Patočka, comme Havel, en appelle à un revirement, à une conversion existentielle. Alors si pour ma part, je suis heideggerien, ce n'est certainement pas, je ne sais même pas si ce mot a un sens, si je suis sensible à cette critique de la technique et à cette affirmation que la technique est la métaphysique de notre temps, ce n'est certainement pas en tant que disciple inconditionnel du philosophe de la Forêt Noire, et personnellement, être étant ne m'intéresse pas du tout. Mais c'est en ceci que je fais mien sans hésiter cet appel, rédigé par Fabrice Nicolino et publié dans Charlie Hebdo. Nous ne reconnaissons plus notre pays, la nature y est souillée,
Le tiers des oiseaux ont disparu en 15 ans, la moitié des papillons en 20 ans, les abeilles et les pollinisateurs, les grenouilles et les sauterelles semblent comme évanouis. Les abeilles et les pollinisateurs meurent par milliards, les grenouilles et les sauterelles semblent comme évanouis. Les fleurs sauvages reviennent rares. Ce monde qui s'affirme est le nôtre, et chaque couleur qui succombe, chaque lumière qui s'éteint, est une douleur définitive. Rendez-nous nos coquelicots, rendez-nous la beauté du monde. La beauté du monde disparaît. Il faut une insensibilité absolument incroyable pour ne pas le voir. Le catastrophisme s'impose parce que la catastrophe est déjà là. Quant à Lévinas, j'ai envie, sur ce point-là, de lui répondre que précisément, face à cette dévastation, il faut évidemment regarder la nature, se préoccuper de la nature, se pelotonner dans le lieu. Parce que, à quoi avons-nous affaire, effectivement, à un monde qui ne se pelotonne plus du tout, c'est-à-dire au surtourisme et au téléphone portable. Il faut se déconnecter et réapprendre à s'enraciner un tout petit peu, parce que, précisément, sinon, la catastrophe se déroule sans que les connectés s'en aperçoivent. Et c'est ce qui peut arriver le plus terrible. Je ne vais pas reprendre sur Lévinas, la notion technique, par exemple. Elle permet de penser dans un même mouvement l'agriculture moderne, industrielle et la Shoah. C'est-à-dire ce concept global de la raisonnement permet en fait d'intégrer des phénomènes qui ne sont pas tout à fait de même nature, d'une certaine façon. Et je pense, on sera d'accord, il manque en creux, il n'y a pas d'éthique chez Heidegger. Il y a une ontologie avec un rapport esthétique à la nature qui fait un appel, je ne sais pas trop exactement où il est, mais qui vis-à-vis de ces problèmes-là, me semble-t-il, marque, enfin je pense que ça marque vraiment la limite. Hein. Je dirais même qu'il n'y a pas de politique chez Heidegger. Et Michel Art, un de ses meilleurs lecteurs, qui a écrit des livres extraordinaires sur Heidegger, parle de la blessure que lui inflige l'incapacité ou Heidegger de distinguer même dans sa vision de la technique le régime démocratique des régimes totalitaires. Cette différence n'a plus cours chez Heidegger. Et bien sûr, on ne peut pas être heideggerien en ce sens. Bien sûr, la politique n'est pas assez présente, elle doit l'être, des hiérarchies doivent être faites, même si la raison de se demander si la démocratie est capable de répondre aux défis de la technique, il ne peut pas mettre toutes les formes de coexistence humaine dans le même panier. Et puis en plus, c'est une manière aussi de s'en tirer à bon compte, parce que ça veut dire qu'il n'a pas peut-être pris la mesure de ce qu'a été son engagement pour le nazisme, quand bien même cet engagement aurait été bref. Donc voilà, je crois que l'adhésion inconditionnelle à Heidegger me semble impossible aujourd'hui. Mais, si vous voulez, il y a aussi un autre phénomène, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les anti-heideggeriens sont des heideggeriens malgré eux. C'est-à-dire qu'ils nous rappellent à Heidegger dans le moment même où il voudrait que nous pensions absolument sans lui. Voilà. C'est-à-dire... Je voudrais citer par exemple le philosophe Pierre Lévy dans un livre très très optimiste qui s'appelle World Philosophy. Et il dit, il y a un manifeste, nous les planétaires, nous qui avons été délivrés du lieu par la technique, nous qui sommes merveilleusement déracinés, nomades, vagabonds. Nous mangeons à la table universelle, vanille et kiwi, coriandre et chocolat, cuisine chinoise et cuisine indienne. Nous écoutons la musique de tous les coins du monde, raï, rap, reggae, samba, jazz, pop, son de l'Afrique et de l'Inde, du Brésil ou des Antilles, musique celtique ou musique arabe, du studio de Nashville
ou de Bristol. Qu'est-ce à dire? Sinon que dans l'Open Society, qui se flatte de succéder à l'Ancien Monde, il n'est rien qui ne soit hors d'atteinte, tout est disponible. C'est très exactement ce qu'Heidegger appelle l'arraisonnement ou le Gestell. Tout devient disponible. Et donc tout d'un coup, c'est cette fête de la consommation, eh bien, on lui donne le beau nom de métissage, et on lui apporte la bénédiction de l'antiracisme. C'est-à-dire l'antiracisme lui-même est pénétré par l'esprit de la technique aujourd'hui. Donc, Heidegger revient à notre bon souvenir chez ceux-là même qui veulent en quelque sorte le clouer au pilori. Et on a même tendance en quelque sorte à judaïser les choses, c'est-à-dire à confondre l'esprit de la technique et l'esprit du judaïsme. Heidegger le fait dans ses cahiers noirs. Et c'est affreux, puisqu'il dit, il impute le déracinement de tout état hors de l'être à la Weltjudentum. Mais ses ennemis font pareil. Yuri Zetkin, dans un livre intitulé L'âge des Juifs, dit ceci: l'âge moderne est l'âge des Juifs, et le XXe siècle est le siècle des Juifs. La modernité signifie que chacun d'entre nous devient urbain, mobile, éduqué, professionnellement flexible. Donc c'est ça. C'est la même chose, sauf que pour Zetkin, c'est très bien. C'est très bien. Moi, je pense, je ne raisonne pas dans ces termes, et contrairement à Lévinas aussi, je ne crois pas qu'on puisse identifier l'esprit juif et l'esprit de la technique, que ce soit pour le maudire ou que ce soit pour le célébrer. En plus, ça se retourne contre les juifs d'aujourd'hui, parce que s'ils ne se le donnent pas dans le lieu, ils aiment un lieu particulier. C'est vrai, ils aiment un lieu particulier, ils y sont particulièrement attachés, ils regardent sur le plein de terre, et voilà, ils ne veulent pas qu'on lui fasse du mal. Donc ils sont obsédés par un petit lieu, quand effectivement l'heure est à la flexibilité généralisée. Donc Yuri Zetkin nous dit ceci: voilà la situation, tous les juifs, tous les goïs deviennent juifs, puisque c'est l'âge de flexibilité, et les juifs, eux, ils cessent d'être juifs. C'est vraiment trop bête. Donc moi je ne veux pas entrer là-dedans. Alors, on va passer à la dernière partie de la discussion et des questions qui sont directement liées aux questions qu'on a reçues, puisqu'on a demandé. Alors, il y en a un certain nombre, là, on va essayer, puisque le temps s'accélère, si j'ose dire, peut-être de faire des réponses, si tu peux, on a le temps, mais un peu concises. Alors, il y a beaucoup de questions qui portent évidemment sur la première partie qu'on a abordée, à savoir la question des intellectuels. Avec une critique très nette de l'état du débat public, mais aussi de l'état des sciences humaines, on en a un peu parlé, mais aussi de l'université, avec une deuxième question, comment sortir de cette situation. Alors, je me permets de citer quelques extraits sur les lettres qu'on a reçues, enfin, c'est des courriels. Alors, pensez-vous que les intellectuels vrais ou supposés qui se mêlent de politique font un travail objectif d'éclaircissement ou de pédagogie envers les citoyens de leur pays? Je pense que la question posée implique le non. A-t-on encore des Ionesco, Rhinocéros en France, ou de l'autre côté des Michel Foucault, en censeur d'ayatollah et se prétendant dissident d'esprit? Je continue. Au-delà de la polémique, est-il encore possible, alors ça c'est une question plus vaste, d'être un intellectuel généraliste tout-terrain, capable de nourrir sa réflexion aussi bien à partir des observations portées sur notre société, que d'histoire, que de philosophie et de littérature? Une question qui est un peu liée d'ailleurs. Parfois contestée par les spécialistes, l'honnête homme a-t-il un champ de compétences aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire, l'honnête homme? Et en plus, alors, je continue, parce qu'il y en a beaucoup, hein, je vais remettre, d'ailleurs, je signale tout de suite que j'ai remis toutes les questions. Voilà, mais je ne vais pas pouvoir tous les citer, je m'excuse pour ceux qui sont présents. Mais il y a aussi une critique très importante en disant aujourd'hui l'université ne remplit plus vraiment son rôle, puisqu'elle est quand même pénétrée par une forme de critique dont tu as parlé. Et je cite: si nous voulons sauver ce qui peut l'être de notre civilisation et peut-être inventer la parade au rouleau compresseur dont tu as parlé, ne faut-il pas cesser de voir dans les instituts universitaires des lieux de production de savoir
et d'inventer, ne faut-il pas inventer aujourd'hui quelque chose d'autre, ce que fut l'équivalent de ce que furent dans le XVe siècle italien les studia generalis. Je continue, parce que je ne peux pas tout... La difficulté dit, mais comment fait-on? Parce que même si on est d'accord sur le constat, on parle beaucoup de politiquement correct, il faudrait un peu préciser la notion. Dans les mails qui nous sont donnés, le politiquement correct apparaît surtout de gauche. On n'en voit pas beaucoup à droite. Il y en a peut-être, voilà, il n'y en a pas à droite. Non, voilà. À la droite, il y a tout ce qu'on veut. La droite est critiquable, mais elle ne pratique pas le politiquement correct. D'accord. Alors, on va y venir. Voilà la question. Ce rôle, précisément, de cette parole libre est particulièrement difficile à endosser aujourd'hui, du fait, alors là, du conformisme, etc. Comment faire pour qu'un véritable débat puisse s'instaurer de façon équitable et apaisée? Alors la notion des sciences humaines est beaucoup remise en cause. J'observe avec inquiétude que la plupart des intervenants du courant, alors ça c'est une autre question, comptent aujourd'hui, dits conservateurs, se contentent aujourd'hui de protester, de se situer contre la logique du politiquement correct de gauche, mais sans réellement le construire. Quant à ses origines et sa dynamique intellectuelle, ce faisant, il me semble qu'il ne lui oppose pas une résistance efficace. Qu'en pensez-vous? Et ne pensez-vous pas que la véritable origine du politiquement correct est dans la domination, des sciences sociales et de la capitulation de la philosophie à son endroit? Ma deuxième question est simple. Ne pensez-vous pas qu'il est devenu nécessaire que les intellectuels conservateurs se regroupent? Alors, il y a une dernière question que je vais citer à propos, qui est un peu différente, mais qui est dans la lignée, à propos de l'un de vos derniers livres écrits avec Elisabeth de Fontenay en terrain miné. Comment est-il possible que l'amitié puisse survivre à la confrontation des idées, surtout quand l'idéologie s'en mêle? Bref, l'amitié peut-elle ou doit-elle transcender les grandes disputes idéologiques? Il y en a d'autres, mais je crois que l'essentiel... Voilà, donc ça fait un premier paquet de questions. Voilà, mais on va repartir sur... En fait, ça revient sur le rôle de l'intellectuel et comment peut-on être efficace par rapport à ce que j'ai appelé le rouleau compresseur. C'est-à-dire, que peut-on faire exactement dans ce moment-là très particulier et quelle efficacité, après tout, les intellectuels face à ce rouleau compresseur? Est-ce qu'ils peuvent... Et d'ailleurs, est-ce que tu penses que tes écrits, mais il y a quand même aussi des missions de réplique qui pèsent quand même, on peut peu ou prou commencer à, j'allais dire, inverser la vapeur ou inverser le cheminement qui semble aller que dans un sens qui ne permet pas véritablement un débat apaisé et surtout poser les questions. Je vais d'abord répondre sur l'amitié. Je crois qu'il est très difficile, en fait, pour une amitié de survivre à une profonde divergence. Parce qu'une profonde divergence, ça veut dire qu'elle ne touche pas aux opinions, les opinions n'ont aucune importance, mais aux convictions, ce qui n'est pas du tout la même chose. Nous sommes affectés par le monde, et c'est sous la forme de la conviction que nous exprimons ce sentiment, qui peut être, justement, pour revenir à Deleuze, une douleur, une indignation, etc. Et si vous avez des amis qui ne partagent pas du tout cela, comment faire? Comment faire pour surmonter le fossé, non seulement intellectuel, non seulement politique, mais affectif qui se creuse entre vous? J'ai cru à un moment donné que, bien entendu, comme nous étions maintenant des démocrates, d'autres du départ, c'était très facile. C'est pas facile, c'est pas vrai. C'est pas facile. Justement parce que tout ne se résume pas à des opinions. Alors avec Elisabeth de Fontenay, ça n'a pas été facile, mais là, vraiment, c'est montagne. C'est parce que c'était elle, parce que c'était moi. Je pense que très peu de gens, je peux le faire avec elle. Alors je dis pas parce que c'est moi, j'en sais rien, mais je ne peux pas parler pour elle, mais parce que c'était elle. Parce que l'admiration que j'ai pour elle a survécu aux tensions les plus fortes, aux exaspérations que nous avons pu éprouver l'un et l'autre, et que nous pouvons continuer d'éprouver l'un et l'autre. Certaines de ces positions nous mettent hors de moi. Hors de moi. Ça se voyait, je pense, dans le livre, et je pense
et ça continuera. Mais voilà, il y a quelque chose de plus fort, et peut-être aussi quelque chose, parce que peut-être que très profondément, quand même, malgré ces emportements, je dirais plutôt chimiques, nous sommes affectés par les mêmes choses. Voilà. Mais si nous nous rendons compte à ceux que nous parlons tous amis que justement il n'y a pas ce fondement commun, alors c'est très difficile. Une amitié peut survivre. Oui, moi je veux plutôt Macron, pas moi, on s'en fout. Donc, mais voilà. Et sur les questions sociétales. Alors, par exemple, sur la question PMA, GPA. Bah oui, là je peux, oui, enfin, j'ai, pour les raisons que j'ai dites, si vous voulez, que je pense qu'il faut penser en termes de limites, etc., je suis plutôt critique, plutôt inquiet devant cette évolution, cette illimitation des droits, cette revendication d'un droit à l'enfant, cet oubli au nom du droit à l'enfant, du droit de l'enfant, cette évacuation de toute réalité paternelle, je trouve ça absolument terrible, institutionnalisée, offert par la technique et institutionnalisée par la loi. Moi, ça me paraît difficile, aberrant, mais je vais pas mener une guerre à mort à des gens qui pensent pas comme moi, sauf si, évidemment, parce que ça a pu m'arriver avec une amie, si ça devient l'intégralité de leur vision du monde. Si effectivement, je rencontre des gens qui pensent que le seul combat à mener aujourd'hui, que le seul sujet intéressant, que le seul véritable clivage entre les hommes, c'est la question de la GPA, je peux plus parler. Je ne peux plus parler, quand bien même nous aurons une vieille amitié. Alors je continue. Les questions là qui sont beaucoup plus directes, ça revient dans beaucoup de courriels, c'est la question des médias, et l'intervention des intellectuels dans les médias. Alors, il y a une question un peu générale, et ensuite il y a des questions beaucoup plus précises. L'intellectuel contemporain ne peut ignorer les médias, vous avez une présence médiatique hebdomadaire. Comment, selon vous, concilier l'immédiate actualité et le long terme dans la réflexion intellectuelle et par rapport aux médias? Autre question, ça va tout dans le même sens. Pourquoi et comment s'exposer médiatiquement sans faire le jeu du buzz médiatique? Il y en a une qui est encore plus précise. Je veux dire, c'est aujourd'hui le débat dans l'espace médiatique se résume souvent à une dualité entre deux camps. Je cite, d'un côté les Éric Zemmour à leurs provocations multiples, de l'autre les indignés et leurs positions victimaires, Geoffrin, Gallo, etc. D'après vous, comment sommes-nous arrivés là et comment faire pour s'en sortir? Vous dénoncez à juste titre la violence et le goût pour le buzz de certains médias. Pourtant, vous acceptez d'y être invité. Pourquoi? Et alors, bon, c'est cette fameuse question aussi qui est revenue. Qu'est-ce que vous êtes allé faire chez Ruquier? Oui. Très facilement. D'abord, une chose, l'espace médiatique, c'est l'espace public. Il n'y a pas d'autre espace public. Ça ne se passe pas aujourd'hui ailleurs. Ça ne se passe pas vraiment à la mutualité, ça ne se passe pas. Donc, soit vous décidez d'habiter l'espace public, soit vous décidez, pour des raisons très légitimes et parfois très nobles, de déserter l'espace public, et à ce moment-là, vous quittez les médias. Mais on ne peut pas demander à un intellectuel d'intervenir et de s'abstenir d'intervenir dans les médias, parce qu'il interviendrait où alors? Dans les journaux, mais c'est pareil. Dans les journaux aussi, on fait le buzz. Et dans les journaux, on n'est pas totalement maître des choses. Donc voilà, c'est une des raisons qui peuvent justifier l'intervention dans les médias. Et puis aussi, si vous voulez, les médias audiovisuels. C'est vous qui parlez. C'est pas des gens qui parlent de vous. C'est-à-dire vous n'êtes pas aux mains des critiques. Vous n'êtes pas aux mains des gens qui disent ce qu'il faut penser de vous. Vous êtes là. Vous assistez à votre parole, vous n'êtes plus des objets, vous devenez des sujets. Votre visage peut crever votre caricature. Et quand on s'estime, peut-être à tort, caricaturé, c'est bien d'avoir le moyen de s'expliquer quelque part. Du moment qu'on vous laisse le temps, parce que la question du choix des médias, c'est pas je vais aller sur Arte parce que c'est la culture et je vais pas aller ailleurs, c'est la question du temps. C'est la question du temps. Et la question du temps fait qu'on ne doit pas aller à 28 minutes, parce que c'est ridicule. On a 3 minutes pour s'exprimer entre des chroniqueurs qui ricanent tout le temps, et qu'on doit aller, effectivement, chez Ruquier. Bien sûr, je suis allé chez Ruquier 3 fois. La première fois, c'était pour l'identité malheureuse, et j'étais très attaqué.
Donc c'était pour moi une instance d'appel. J'ai pu faire appel. J'y suis allé pour la seule exactitude et j'y suis retourné pour le livre qui paraît aujourd'hui, à partir d'émissions de réplique, dont j'ai assuré la direction des animaux et des hommes. Voilà, j'arrive, je ne participe pas à l'intégralité de l'émission, donc je ne subis pas le stand-up de Ruquier, qui est très humiliant parce que vous êtes, les invités sont obligés de rire, alors que c'est pas drôle. Et il y a des gros plans sur cette humiliation. Là, vous arrivez sur votre fauteuil blanc, vous vous installez, vous êtes interrogé, vous partez. Et vous êtes interrogé 1 heure. 1 heure. Ça n'existe nulle part ailleurs. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé à Apostrophe, l'émission que tout le monde regrette. Ça n'existe certainement pas sur Arte. Ça n'existe nulle part. Et vous avez parfois des chroniqueurs qui ont lu le livre, et même Ruquier, qui le connaît sur le bout des doigts. Même Ruquier. Et à un moment, il lui signaler, ma réponse va être longue, je vais faire une longue citation, il vous laisse aller absolument jusqu'au bout. C'est un luxe inouï. Et franchement, je ne vois pas au nom de quoi je vais m'en priver, parce que, effectivement, j'ai envie de m'expliquer, j'ai envie, bon, peut-être y a-t-il un souci imbécile de gloire, hein. Peut-être que je suis content d'être connu dans la rue. Je peux pas non plus évacuer cette idée. C'est possible, c'est possible. Rousseau parle très bien de la fonction de l'amour-propre dans la vie des gens, du désir éperdu, jamais assouvi de reconnaissance. Donc ça existe peut-être, mais j'ai aussi, j'espère, d'autres considérations qui jouent. J'ai envie que mes idées avancent, j'ai envie de pouvoir m'expliquer, j'ai envie d'avoir le dessus sur les caricatures qui circulent à mon propos. Donc voilà, parce que la question se pose en effet. Alors, conservateur, le mot me met à l'aise. Je reprends à mon compte, comme le fait très souvent Philippe Reynaud, comme tu le fais toi aussi, la formule merveilleuse de Balakowski. Pourquoi je suis conservateur, libéral, socialiste? Pour moi, ce credo, je continue à le faire mien. Et puis surtout, si vous voulez conservateur, ça veut dire de droite. Or, où en suis-je politiquement? Moi, j'étais de gauche, mais c'est la même chose, j'étais de gauche. C'est vrai, comme tout le monde. Surtout dans les années 60-70, tout le monde était de gauche. Ça allait de soi. C'était vraiment la forme de l'adhésion à la doxa. La doxa était de gauche. Et donc, voilà, j'étais de gauche, j'ai même été gauchiste, comme tout le monde. Et puis tout d'un coup, j'ai fait mienne cette phrase très abondamment citée de Camus, mais qui n'en reste pas moins juste, cette phrase du discours de Suède, 1957, toutes les générations se croient vouées à refaire le monde, la tâche de la nôtre n'est plus celle-là, mais elle est peut-être plus grande, nous devons empêcher que le monde ne se défasse. Voilà, c'est le changement, empêcher que le monde ne se défasse. Et ça, la gauche n'est pas prête, c'est-à-dire la gauche c'est le progrès, et la gauche voit mal que les choses ont changé quand, à la place du progrès, il y a des processus. La gauche accompagne les processus, la droite aussi, au nom de la modernité, au nom de l'adaptation, à la gauche, au nom de l'émancipation, parce que c'est une émancipation extraordinaire, la PMA et la GPA, donc je ne me reconnais pas forcément dans la droite, et pas du tout dans la gauche, parce que la gauche, son accompagnement des processus, se fait en plus violent et méchant. Si vous n'êtes pas avec elle, dans le mouvement, alors vous êtes réactionnaire, vous êtes horrible, vous êtes même raciste. Donc de ce point de vue-là, en effet, mon contentieux avec la gauche est plus important que mon contentieux avec la droite, mais je me retrouve insatisfait par l'offre politique, et quand je vois Macron vouloir remplacer les vieux discours par l'opposition des progressistes et des conservateurs, et vouer aux gémonies les conservateurs, évidemment, mon cœur se serre. Donc, mais alors peut-être, les intellectuels peuvent avoir pour rôle de modifier un peu les manières de voir, l'opinion, de faire entrer des idées, de réhabiliter des soucis oubliés par les politiques et de les obliger, à ce moment-là, à en tenir compte.
ça dévance donc la question qui était est-ce que vous êtes encore de gauche? C'est une question de poser. Autre question sur l'école, plus précisément à propos de, on a parlé de Macron, certains intellectuels ont pris position en faveur du ministre de l'Éducation. Ces prises de position reposent sur le dédoublement des classes de CP dans les banlieues et ces déclarations en faveur du retour de l'apprentissage de langues anciennes. Et pour essayer de résumer, n'est-il pas surprenant pour un cri que les intellectuels se soient arrêtés à ces mesures qui cachent celles bien plus graves qui vont conduire inéluctablement à la suppression des sections littéraires dans certains lycées qui n'ont pas les moyens de proposer les autres filières. Autre question sur l'école qui est un peu indirecte, c'est à propos des travailleurs manuels et des travailleurs intellectuels. C'est une question qui a été posée de ces façons. On pourrait la reposer de notre manière. Que fais-tu d'enseignement professionnel? Quand on parle de l'école, c'est souvent quelque chose qu'on oublie. Écoutez, alors je suis peut-être naïf, hein, peut-être que je n'ai pas tous les éléments en main, mais pour moi, le choix de Jean-Michel Blanquer, ses premiers discours en tout cas, et certaines de ses mesures ont été, je ne dirais pas une divine surprise, le mot est mal famé, mais disons une très belle surprise. J'étais heureux, il rompait en tout cas, dans sa façon de parler, avec 40 ans, un demi-siècle de réformes, toutes plus délirantes les unes que les autres. Et d'ailleurs, le meilleur hommage qui lui était rendu, c'est la grimace de Najat Vallaud-Belkacem quand elle a appris sa nomination. C'était une consécration. Et il me semble l'avoir mérité. Jusqu'à présent, alors je ne sais pas, on me dit que peut-être que ça cache autre chose, c'est possible, mais il parle d'humanité dans des termes que plus personne n'utilisait, son choix des fables de La Fontaine, ce que dit aussi son directeur de cabinet, Guerrero, tout ça on ne l'entendait pas, si vous voulez. Et quand il se réfère aux sciences cognitives, ce n'est pas par scientisme, enfin en tout cas j'en sais rien, c'est surtout pour régler définitivement la question de l'apprentissage de l'écriture, c'est-à-dire pour en finir avec la méthode globale et la méthode semi-globale. Cette méthode globale et cette méthode semi-globale ont fait des ravages, les pédagogistes lui restent très attachés, il va chercher les sciences cognitives disent, rapport d'experts, que la méthode syllabique, ça marche mieux. Donc il dit, avec ce rapport, je vais faire taire les pédagogistes. Ben, tant mieux. Tout ça, tout ce qui les fait taire est bon à prendre. Et je me réjouis de cela. Pour ce qui est de ces mesures plus spécifiques vis-à-vis des études littéraires, peut-être n'en sais-je pas assez. Peut-être. Je ne saurais le dire. Mais il ne faut pas nier que la tonalité, que les mots employés ne sont plus du tout les mêmes. C'est vrai, alors que les mots employés par les ministres de la Culture qui se suivent et se ressemblent, c'est toujours les mots de Jacques Lang. Là, on voit qu'il y a une cassure. Il y a une cassure. Alors, espérons que ce n'est pas du vent, mais il faut le saluer. Et puis en plus, si vous voulez, ça veut dire que le macronisme ne s'identifie pas complètement à l'idéologie macronienne, parce que effectivement, Blanquer ne rate pas une occasion de nous rappeler que l'école a vocation à être conservatrice. Il s'inscrit dans la lignée de ce que dit Hannah Arendt dans son article « Crise de l'éducation ». C'est pour cela qu'il veut rétablir l'autorité des maîtres, parce que l'autorité, c'est le fait d'assumer la responsabilité pour le monde, qu'on introduit les enfants dans un monde plus vieux qu'eux, et cela, il le dit, il ne cesse de le dire. Donc, et c'est bien en tout cas de l'entendre à nouveau. Je suis soulagé, c'est une revanche du sens commun, et jusqu'à présent, je m'en félicite. Pour le reste, c'est à voir. Sur la dernière question, puisqu'on arrive au terme de cette réunion, dernière question, alors je cite aussi le Fourier, vous avez été l'un des premiers à tirer plusieurs signaux d'alarme depuis 30 ans.
les effets du relativisme culturel, les menaces pesant sur l'universalisme républicain, la chute du niveau de l'école. Avez-vous le sentiment que vos engagements ont éveillé les consciences, et lesquelles, avec entre parenthèses, notamment à gauche? Je ne peux pas dire que mes engagements ont éveillé les consciences. Je pense en effet qu'il y a eu quand même, notamment de la part d'intellectuels venus de la gauche, quelquefois restés à gauche, une mobilisation contre la folie pédagogiste, et qu'elle a quand même porté ses fruits. Parce qu'au départ, nous étions très attaqués. 1989, Hamon et Rothman publient leur livre célèbre « Le niveau monte », et ça fait la couve, comme on dit, 5 colonnes à la une de Libé. C'était la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle à laquelle refusaient de croire ce que Hamon et Rothman appelaient les pleureuses réactionnaires. Féminisation d'adversaires. Voilà une forme de sexisme qui n'a pas attiré l'attention. Mais il n'y avait pas de task force. C'est vrai pour ça. Mais je pense quand même que le rapport de force a un peu changé. Et d'ailleurs, à tout seigneur, tout honneur, la critique a commencé justement à gauche par le livre de Jean-Claude Milner, le livre de l'école de 1984. Là, mais au début, nous étions très peu nombreux et nous étions ridiculisés parce que nous n'étions pas progressistes. Et effectivement, alors, la bataille est loin d'être gagnée du fait même de ce dynamisme, de cette furie de l'égalité dont je parlais tout à l'heure. Cette furie de l'égalité a failli détruire l'école. Est-il temps pour reconstruire l'édifice? Je ne sais pas. Peut-être qu'il est trop tard. Mais au nom de l'égalité, on continuera, si vous voulez, à remettre en cause la culture générale, à remettre en cause le rapport dissymétrique entre l'élève et le maître, à remettre en cause le cours magistral, alors que c'est un pléonasme. Il n'y en a pas d'autre. Si vous voulez, je ne peux pas parler de victoire, mais en tout cas, cette parole-là est mieux entendue aujourd'hui, et c'est pas, je vais dire que c'est à moi qu'on le doit, c'est qu'il y a eu quand même une résistance très forte, et qui sait, et si vous voulez, qui n'a pas craint de se dire et de se redire. C'est aussi la difficulté d'être un intellectuel. On est forcé de se répéter. Et se répéter, quand on écrit, c'est un péché contre l'esprit. Donc, voilà. Mais là, la répétition a quand même porté ses fruits. Voilà. Écoutez, on va terminer sur cette note d'espoir. La dernière question, vous avez répondu, quel avenir et quelle espérance, et notamment un éveil de la conscience, notamment par rapport au fossé des nouvelles générations qui n'ont appris que l'individualisme et le consumérisme. En fait, on voit quand même, me semble-t-il, surgir ce que nous appelons un plan conservateur. Mais on est plutôt quand même dans le rapport de force qui existait dans les années 90. C'est-à-dire, bon, il y avait SOS Racisme, il y avait quand même un grand rouleau compresseur. Alors, peut-être une dernière ultime question qui a été un peu posée aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour ce courant conservateur de s'enfermer dans un face-à-face avec le gauchisme culturel, ce politiquement correct de gauche, et qui finit par tourner en rond? C'est-à-dire qu'on critique les choses et il y a une espèce de partie de ping-pong infini entre les deux. C'est une question aussi qui a été posée. Oui, je pense que le risque existe. On ne peut pas passer son temps à dénoncer les ridicules du politiquement correct, même si, si vous voulez, celui-ci quand même ne cesse d'avancer ses pions. Il nous vient d'Amérique, mais le Collège de France est devenu un campus américain à Paris, avec François Héran pour l'immigration, avec Patrick Boucheron pour l'histoire de la non-France, et avec Pierre Rosanvallon. C'est absolument terrible. Et quand vous voyez aussi le reportage qui a été diffusé, le documentaire qui a été diffusé sur France 2 sur l'histoire de France, vous êtes absolument consterné. C'est-à-dire qu'on assiste aujourd'hui dans un pays démocratique à l'abrogation du monde réel par le service public de la télévision. Et on vous dit, on vous
vous raconte une histoire fausse. Ce sont les immigrés qui ont fait la France, etc. C'est une histoire complètement fausse. Et tout ça au nom des meilleures intentions. Donc la difficulté, c'est qu'il faut combattre le politiquement correct pour avoir le droit d'accéder au réel. Et après, évidemment, on pense au réel. Mais ce combat est absolument nécessaire parce que le politiquement correct veut nous empêcher de le voir. Et il a quand même, aujourd'hui encore, une puissance énorme. Énorme. Ce documentaire à la télévision le prouve. Alors, on ne peut pas, si vous voulez, se dispenser de cette bataille, même s'il ne faut pas s'arrêter là. Bien, nous allons conclure cette réunion.